Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette table ronde que nous avons intitulée Développeuse, autrice, formatrice, vraiment que des mots. Il est organisé par ENI, le leader de la formation à l'informatique. On est parti en fait du constat que les femmes sont encore trop peu représentées dans les métiers du numérique, avec seulement 20 à 30% des femmes dans les effectifs, dans le meilleur des cas, et en fonction des secteurs, des zones géographiques, alors qu'elles représentent à peu près 50% de la population mondiale. Pour ma part, je suis Catel Le Tertre, je suis Brand Content Manager pour ENI et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marine Bruno, qui est fondatrice et dirigeante de Luce Formation et écrivaine. Merci, bonjour à toutes. Nous avons également Alexia Petoureau, qui est rédactrice web, SEO et consultante SEO. Et enfin, nous avons Estelle Adam, qui est la directrice des campus ENI École Informatique de Rennes et de Quimper. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de nous faire l'honneur de votre présence. Notre session d'aujourd'hui va se dérouler en 2 temps, donc 45 minutes d'entretien et d'échange avec nos invités, puis les 15 dernières minutes seront consacrées à toutes vos questions. On essaiera d'y apporter des réponses. Avant de commencer, je vous propose à chacune de vous présenter en 2 courtes phrases, si vous le voulez bien. Marine, tu es partante pour commencer ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Marine Bruno. En effet, je dirige un cabinet de conseil sur les questions d'égalité femmes-hommes avec un prisme spécifique aujourd'hui qui est celui de l'empuissancement féminin et de la question de la place des femmes dans la société, et notamment au travers de la langue, du langage et de l'écriture via l'écriture inclusive, ce dont on va parler un peu plus aujourd'hui, un peu plus spécifiquement dans cette table ronde. Merci Marine. Alexia, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Alors oui, moi je suis Alexia, donc je suis rédactrice web depuis 2016 et depuis peu, donc depuis fin 2020, je me suis formée vraiment au SEO, au référencement naturel, pour être consultante SEO. Donc les questions de l'inclusion, de l'écriture inclusive m'intéressent. J'ai écrit un article d'ailleurs à ce sujet par rapport au référencement naturel. Donc j'espère pouvoir répondre aux questions liées à ce sujet. Merci Alexia. Et Estelle, à ton tour. Donc, bonjour à toutes et à tous, Estelle Adam, je suis directrice des campus bretons pour ENI École Informatique, donc à Rennes et à Quimper. Et je suis également référente égalité femmes-hommes au sein du groupe ENI, donc avec cette thématique notamment de l'écriture, qui est un vrai sujet à l'école et au niveau du groupe, et pour lequel voilà, je souhaitais vraiment qu'on puisse discuter aujourd'hui, ouvrir des portes, avoir des chemins de réflexion, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Merci Estelle. Donc pour rentrer dans le vif du sujet et lancer cette table ronde, voilà, je voulais repartir d'un constat qu'on a pu faire, c'est que les femmes étaient trop peu représentées dans le numérique. On a parlé lundi et mardi de la place des femmes dans les entreprises, mais aussi de leur légitimité, du syndrome de l'impostrice ou de l'imposteur. On constate qu'un autre des facteurs de non-inclusion, voire exclusion des femmes dans la société, c'est aussi le langage verbal, mais aussi le langage écrit ou encore le langage écrit en ligne. On a appris à l'école que le masculin l'emportait sur le féminin. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu l'histoire de la langue française afin d'expliquer d'où vient cette règle ? Marine, si tu veux bien prendre la parole sur le sujet. Oui, avec plaisir. D'abord, si on veut parler de l'écriture inclusive et de l'aspect de l'histoire, il y a quand même une réalité qui est qu'à l'heure actuelle, et on voit souvent les femmes comme une minorité, et nous-mêmes, on se définit un petit peu comme ça, sauf qu'en réalité, 52% des Français sont des Françaises à l'heure actuelle. Donc en fait, la minorité est visible, c'est celle des hommes, et dans notre langue aussi. Alors il faut savoir que historiquement, ce n'était pas le cas. La langue française est une langue qui vient des langues latines et dans laquelle il y avait du neutre, du vrai neutre, et il y avait une féminisation de tous les mots. Et ça a été mis à mal par la création d'une structuration absolument misogyne et patriarcale qui est l'Académie française en 1634. Cette académie, au sein de celle-ci, il y a des grammairiens qui ont décidé de façon absolument arbitraire et contre le cours de l'histoire et de notre langue que le masculin devait désormais l'emporter sur le féminin. Donc au final, aujourd'hui, vouloir avoir une écriture et une langue
inclusive, égalitaire, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure, c'est tout simplement vouloir revenir aux origines de notre langue et respecter le français plutôt que de venir le mettre à mal, comme peuvent nous le dire parfois certains de nos détracteurs quand on veut travailler en langue inclusive. Merci Marine. Au-delà de cette règle, du coup, maintenant, justement, quel est l'impact de celle-ci sur notre société? En quoi est-ce que c'est excluant, invisibilisant pour les femmes de nos jours? Tu veux que je réponde? Tu peux répondre ou okay. Qui souhaite prendre la parole? Je dirais même les choses plutôt dans l'autre sens, en fait, pour le prendre d'un côté positif. C'est pourquoi c'est nécessaire de s'engager à désinvisibiliser les femmes par les mots. D'abord parce que c'est un jalon, un moyen comme un autre. Ensuite parce que c'est quand même un média simple, c'est-à-dire que quand on veut communiquer, quand on se trouve dans un espace, la première chose qu'on va utiliser, ce sont les mots, avec si possible un langage commun. Les mots, c'est notre première force, en fait. Et de ce fait, c'est aussi notre première faiblesse quand on s'invisibilise. Les mots, je dirais que c'est ce qu'on se donne à peu de frais, ce qu'on peut partager facilement, ce qui reste à l'heure actuelle encore gratuit. Et donc, c'est ce qui peut nous permettre de continuer à exister autant que c'est 52% de population féminine en France et 51% sur la population mondiale, même si malheureusement, ça ne se voit pas suffisamment dans l'espace public, médiatique, politique et dans la majorité d'ailleurs aussi des classes de métiers. On en avait parlé précédemment avec ENI, mais on a en France 87 classes de métiers. Et dans ces 87 classes, on n'en a que 12 dans lesquelles il y a au moins 50% de femmes, donc au moins une parité. Et ça montre bien, notamment dans les métiers du numérique, mais pas seulement, ça montre bien aussi que les femmes, en fait, on est très présentes, mais on est très absente dans le sens très invisible. Et donc la langue, c'est pas un détail. La langue, c'est notre bien commun. Et c'est aussi ce qui va forger notre socle identitaire de nation, de groupe, de structure. Et donc, c'est en ça que c'est extrêmement important d'utiliser la langue pour se visibiliser et donc que nous-mêmes, on puisse, en tant que femmes, oser dire, par exemple, je souffre du syndrome de l'impostrice et pas seulement de l'imposteur, puisque je suis une femme et que ça fait partie de ma structuration physique, psychique, identitaire d'être une femme. D'ailleurs, je veux juste rebondir sur justement l'impostrice, puisque c'était le sujet d'hier. Et hier, j'étais en train d'écrire quelques mots et je mettais impostrice. Et sur le PC, ça me sort faute d'orthographe. Je dis, tiens, j'ai dû faire une faute. Puis je vois qu'il n'y a aucune proposition pour imposteur au féminin. Donc je vais taper sur Internet imposteur au féminin. Et là, je vois qu'on me propose imposteur, imposteuse, impostrice. Et finalement, la conclusion, c'est que c'est l'usage qui déterminera si on utilise une terminologie plutôt qu'une autre. Donc, j'étais vraiment très, très surprise de cela. Et en fait, ce n'est pas la première fois que lorsque j'essaye de mettre soit un métier au féminin, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important dans les métiers du numérique, de pouvoir dire technicienne et non pas technicien quand on s'adresse à une femme, développeuse quand on s'adresse à une femme et pas développeur, donc voilà, appeler tout simplement un chat, comme on dit. Et c'est vraiment très, très important pour moi d'utiliser le féminin quand je m'adresse à une femme. Et je vois que souvent, eh bien, en fait, le mot n'existe pas, c'est-à-dire que ça met faute d'orthographe. Alors, c'est vrai qu'il y a des mots auxquels on s'est habitué aujourd'hui, mais il y a des mots où on se demande encore, lorsqu'on essaye de mettre le métier au féminin, est-ce que je ne dis pas un gros mot? Est-ce que je parle bien français? Et on s'interroge. Médecin, médecine, enfin voilà. Il y a vraiment des mots qui choquent, je dirais, notre façon d'entendre. Et je trouve ça, moi, par contre, choquant aujourd'hui, de me dire que je suis obligée de réfléchir et que je suis en train de m'excuser de peut-être faire une faute d'orthographe ou de français lorsque je vais m'exprimer au féminin. Or, c'est très, très important. La communication, elle est à la fois visuelle, elle est à la fois dans l'écriture. Et c'est vrai qu'on pense avec des mots. Et les mots, c'est vraiment ce qui va constituer notre vision du monde. Donc, les mots, c'est nos pensées, c'est ce qui crée notre monde. Donc, à partir du moment où il n'existe pas certains mots au féminin,
ça en dit très très long sur notre société aujourd'hui. Et moi, pendant très très longtemps, j'ai eu du mal à expliquer un peu cette partie invisible de la femme dans la société, parce que c'est toujours, faut toujours se justifier, donner des exemples. Et en fait, avec l'informatique, eh ben, c'est cash. C'est-à-dire que quand on note au féminin et que ça n'apparaît pas, il n'y a pas de discussion possible. Eh bien, on est invisible. Et en fait, pourquoi j'ai voulu aussi qu'on mette justement ce sujet sur la table, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de commencer à parler d'écriture égalitaire ou de parler autant aux hommes qu'aux femmes, ça fait un vrai débat. Il y a toujours des personnes qui ne le souhaitent pas. Et on peut entendre tous les propos, mais ça fait vraiment polémique. Et c'est vrai que quand, en effet, on souhaite avoir une écriture égalitaire parce qu'on souhaite s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes, dans un but de mixité, dans un but vraiment professionnel, parce qu'aujourd'hui, on dessert des formations pour des femmes et des hommes, on veut amener les femmes à ces métiers et on ne veut pas dire technicien mais technicienne. Eh bien, si, en effet, on commence à communiquer sur le web de cette manière, eh bien, on devient invisible. C'est-à-dire que moi, j'ai beau aujourd'hui demander à ce que nos écrits puissent être au maximum égalitaires, eh bien, le service marketing est revenu vers moi en me disant « Mais Estelle, si on fait ça, on devient invisible, on n'est plus référencé. » Ah, évidemment, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir Alexia parce que voilà, j'ai plein de questions, j'ai plein d'interrogations et surtout aujourd'hui, j'aimerais qu'on se dise « Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire évoluer les choses, pour avoir une société plus égalitaire ?» Parce que demain, c'est l'informatique. Aujourd'hui, c'est l'informatique. Demain, c'est l'informatique. Et si l'informatique ne représente pas notre monde de manière égalitaire, on va de plus en plus vers une société inégalitaire. Donc, c'est très important pour moi qu'on puisse aborder ce sujet et qu'il puisse continuer à vivre. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une égalité dans nos propos. Je m'arrête là. Non, mais c'est vrai que techniquement, en fait, on est effectivement bloqué parfois au-delà de la volonté de chacun d'utiliser ou non tel vocabulaire, de savoir si ou non il fait partie de la langue française, etc. Et il y a aussi une difficulté technique à pouvoir se permettre d'oser utiliser ces manières de parler et d'écrire. Et Alexia, tu peux peut-être justement nous en parler un petit peu plus. Ouais, ben oui, je voulais rebondir du coup sur ce que disait Estelle, ce dont parlait Estelle, parce que effectivement, aujourd'hui sur Internet, c'est difficile de ressortir sur des termes féminins ou des termes inclusifs parce que l'algorithme est fait de telle sorte que on est plus invisible quand on utilise ces termes-là. En fait, il part vraiment de l'usage. Donc, son but, c'est de répondre vraiment à la requête de l'utilisateur. Donc, le problème, c'est que si les utilisateurs n'utilisent pas les termes féminins ou l'écriture inclusive, il ne va pas faire ressortir les résultats en écriture inclusive ou en termes féminins. Il va vraiment répondre à la requête. Sa priorité, c'est de répondre à l'Internet. Ensuite, deuxième problème par rapport à ça, par rapport au référencement naturel et par rapport à l'invisibilisation des femmes dans ces mots-là, c'est que c'est un problème très français. C'est un problème qu'on ne retrouve pas en anglais. Il n'y a pas ce problème enfin, c'est une langue beaucoup plus neutre, l'anglais. Il n'y a pas ce problème de métiers qui sont plus féminins ou plus masculins. Enfin, beaucoup moins. En tout cas, ça reste des exceptions en anglais, alors qu'en français, on a vraiment le féminin et le masculin. Donc, vu que c'est un problème français, Google n'intervient pas spécialement là-dessus parce que ça reste une minorité pour lui. C'est vraiment pas quelque chose qui est majoritaire, qui est un problème majoritaire pour eux. Et ensuite, troisième point par rapport à ça, c'est que la recherche vocale est de plus en plus utilisée par les internautes. On recherche beaucoup plus par son téléphone, donc on a tendance à utiliser la recherche vocale. Et quand on utilise la recherche vocale, on a beau vouloir utiliser l'écriture inclusive, ça ne s'entend pas à l'oral. Donc en fait, ces trois points font que Google en fait ne Alors, je ne sais pas si c'est uniquement de mon côté, mais là, je ne t'entends plus très bien, Alexia. Je n'entends plus Alexia non plus. Ça coupe beaucoup. Alexia a des petits soucis de connexion de son côté depuis tout à l'heure. Vous avez entendu jusqu'à où? Vous m'entendez là? Tu évoquais Google.
Je me décale un peu. Vous m'entendez? Oui. Si Ouais. besoin, éventuellement, si tu Je ne penses sais pas jusqu'où vous avez entendu. qu'au besoin, n'hésite pas à On a couper entendu. éventuellement. Ah, je vous entends super mal. Je vais essayer de changer d'endroit. En Donc, parallèle, en parallèle, peut-être que je peux faire part en effet de l'expérience, c'est-à-dire que quand on est dans les métiers du numérique et qu'on veut attirer des femmes, on se pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui fait que les femmes n'arrivent pas vers ces métiers? Donc évidemment, il n'y a pas qu'un seul paramètre, il y en a énormément, hein, c'est vraiment global. Mais en effet, l'État et notamment la région Bretagne, hein, parce que moi je suis à Rennes, la région Bretagne nous demande d'avoir en effet une communication égalitaire pour qu'il n'y ait pas de discrimination de genre, ce qui est extrêmement important. Donc il y a tout un protocole, enfin voilà, il y a plein de conseils qui peuvent être donnés. Ça se passe aussi bien au niveau de l'image, la représentation des femmes et des hommes de manière égalitaire, ça passe par des couleurs, ça passe par un certain nombre de termes, mais également de bien, je dirais, mettre les métiers aussi bien au féminin lorsque ce sont des métiers qu'on a plutôt l'habitude d'entendre au masculin, mais de la même manière de mettre certains métiers au masculin quand on a plutôt tendance à les entendre au féminin. Hein, ça va dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est vrai que nous, étant donné que tout ce qui est égalité femmes-hommes et tout ce qui est mixité des métiers, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, on a vraiment été dans cette dynamique depuis plusieurs mois, même années. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique au niveau du référencement web parce que quand le service marketing nous a dit que non, ce n'est pas possible, ou en tout cas, si on le fait, on n'apparaît plus, on a essayé de contourner, de se dire, bah, j'ai dit, bah, à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas mettre les deux termes? Mais il me semble également que lorsque l'on marque au féminin et au masculin, on ne ressort pas, bah, les résultats ne sont pas les mêmes que si on n'a que au masculin. Alexia, je crois que c'est un peu le cas, hein, c'est-à-dire que même quand Ouais. on contourne, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Alors ouais, effectivement, ça dépend où sont utilisés les termes. Disons que si vous l'utilisez dans le texte, dans le corps de texte, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, le mot-clé principal, après évidemment, ça dépend des métiers, ça dépend faudrait faire des études pour chaque mot-clé, évidemment, pour répondre vraiment. Mais la plupart du temps, c'est effectivement le terme au masculin qui va être le plus recherché. Je peux vous donner juste l'exemple sur mon métier à moi. Rédacteur web, c'est recherché 1300 fois par mois. Rédactrice web, c'est recherché 170 fois par mois. Donc moi, si je me positionne sur rédactrice web, je vais forcément moins ressortir dans les résultats de recherche parce que les gens le recherchent moins. Donc c'est bête, mais c'est comme ça. Et il faut s'adapter à Google. Et comme je vous disais, après, c'est une question pour l'instant, c'est comme ça. Par contre, l'avantage aussi du référencement naturel, c'est que ça change très vite et que ça change par l'usage. Donc si les gens se mettent à utiliser de l'écriture inclusive pour leur recherche ou de la recherche au féminin, ça pourrait évoluer parce que Google se dira, mais il va falloir qu'on change parce que il faut qu'on réponde à la requête. merci Alexia. Justement, on parle d'écriture inclusive, mais finalement, inclure les femmes par le langage, il y a différents moyens pour cela. Peut-être qu'on pourrait évoquer les différentes possibilités qui existent. Il y a l'écriture avec le point médian, il y a la possibilité d'utiliser le mot au féminin. Quelles sont les différentes possibilités qui existent? Quelles sont les meilleures solutions en fonction des usages? Voilà, qu'en pensez-vous? Alors sur Internet, clairement, par rapport au référencement naturel, le meilleur usage, c'est d'utiliser les deux termes. Donc quand vous dites étudiant, vous dites étudiante en plus. Donc ça fait plus lourd, étudiant et étudiante, mais c'est le meilleur moyen de pas être spammé, enfin de pas être invisibilisé par Google, parce que si vous utilisez le point médian, enfin il y a aussi le tiret, le slash, les parenthèses. En fait, Google ne comprend pas. Soit il comprend pas, soit il va faire ressortir juste un des deux termes. Et dans tous les cas, les résultats seront différents si vous cherchez avec le mot masculin ou avec le mot inclusif. Donc, vous allez avoir des résultats inclusifs si vous utilisez l'écriture inclusive,
et vous allez avoir des résultats non inclusifs si vous recherchez sans l'écriture inclusive. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est que tu as créé ton entreprise, tu es donc rédactrice et tu es Ouais. obligée de dire que tu es rédacteur. Alors, pouvoir... ouais, en fait, dans le texte, j'utilise le mot rédactrice. Par contre, dans ce qu'on appelle le title, c'est-à-dire c'est le titre qui apparaît dans les résultats de recherche, le titre du site, au-dessus de l'URL et au-dessus de la description du site, le title, clairement, j'utilise rédacteur. Et le pire, c'est avec consultant, parce que consultant SEO, c'est recherché 2900 fois, et consultante SEO, c'est recherché 20 fois. Donc, autant vous dire que j'utilise les termes masculins parce que je suis obligée, sinon je peux pas ressortir. Je peux pas ressortir. Après, dans mon texte, bien sûr, je me présente comme rédactrice et comme consultante, alors qu'en plus, rédactrice web, c'est un métier pour le coup bien plus féminisé que consultant. Mais pourtant, les gens recherchent quand même rédacteur web pour, j'imagine, englober le féminin et le masculin. Et du coup, on est obligé de se soumettre aux règles de Google et à l'usage pour l'instant. Donc, Marine, je te vois faire des gros yeux. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça évoque pour toi et ce qui te fait réagir? Je trouve que ça montre bien déjà que ce qui concerne l'informatique, c'est un peu comme le reste de la situation, c'est-à-dire que les choses sont beaucoup faites par et pour les hommes, avec cette idée transmise depuis 1634 que en fait le masculin c'est le neutre et que c'est la base, et qu'en fait la norme c'est le masculin, c'est l'homme, et que nous on reste un peu comme ce qui est dit dans la psychanalyse, on reste celles qui n'en ont pas, celles à qui il manque quelque chose, avec tout le principe du complexe de castration, etc. Et on voit bien comment tout se tient par la barbichette, si je peux dire ce jeu de mots, voilà, un petit peu masculin dans notre société, avec cet impact aujourd'hui dans le monde de l'informatique, mais qu'on voit partout, et avec cette réalité qui est qu'on a du mal nous-mêmes à féminiser le terme et donc à se visibiliser, puisque tout se tient, parce qu'on part du principe que le neutre, la base, c'est le masculin. Et qu'en fait, le masculin englobe féminin, masculin, et puis au final pourrait englober tout et n'importe quoi, alors que ça ne peut pas, ça ne devrait pas être la norme. Après, si on revient sur la notion d'une langue inclusive, et j'aime beaucoup l'expression d'Estelle, on parle plutôt maintenant de langage et d'écriture égalitaire plutôt que inclusive. Et c'est voilà, là aussi, il faut s'y faire, et je pense que ça peut rassurer aussi quelques vieilles badernes de dire plutôt communication égalitaire que écriture inclusive. D'abord, l'écriture inclusive, on ne parle que du point médian. Pourtant, entre spécialistes de tout ce qui concerne la langue, pour le coup, nous, c'est ce qu'on appelle le point de flemme, le point médian. C'est-à-dire, c'est ce qu'on met quand on n'a pas le choix, quand on ne peut pas ou quand on ne souhaite pas, pour des raisons stratégiques, faire ce qu'expliquait très bien Alexia, c'est-à-dire un doublet, ou bien on a bien d'autres possibilités, on peut tourner sa phrase autrement pour ne pas avoir à utiliser justement ce point médian. Et donc ce point médian, on l'utilise vraiment que quand on n'a pas le choix, c'est pas la norme, et l'écriture inclusive, ce n'est pas le point médian. Et c'est extrêmement important de pouvoir le dire aussi. Pour ma part, je n'écris, je ne parle qu'en écriture inclusive, si je peux dire ça comme ça. Je crois qu'avec les personnes avec lesquelles j'échange, personne ne saigne ni des yeux ni des oreilles de façon générale. On s'en sort à peu près. La preuve, on a toute l'air d'aller à peu près bien, et je ne me suis pas encore blessée moi-même. Et pourtant, j'inclus 100% de la population chaque fois que je prends la parole, chaque fois que j'écris. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette façon, à ces personnes qui pourraient nous dire on chipote, en fait, c'est un détail. Sauf que cette personne, on pourrait lui répondre que d'abord, la communication, les mots, ça n'est jamais un détail. On l'a vu depuis 2019 avec le fait qu'on reconnaît aujourd'hui ce terme de féminicide. On voit bien que c'est maintenant quelque chose qui est devenu un fait social et qui va exister dans notre société. Or, on est bien d'accord que des féminicides au sens littéral du terme, ça n'a pas commencé en 2019 en France. Et ça, c'est une expression comme bien d'autres. À chaque fois qu'on a réussi à poser un mot sur quelque chose, à créer un mot ou bien à réutiliser un mot qu'on avait oublié, on a existé de nouveau. Ensuite, quelqu'un qui nous dirait qu'on chipote, on peut aussi lui expliquer que une société, elle est quand même composée d'une multitude de détails. Ces détails, ils vont s'agréger, ils vont se sédimenter, et c'est ça finalement qui va faire notre socle. Donc là, on parle beaucoup d'informatique, c'est logique, mais au final, l'informatique,
ne peut pas se séparer totalement de ce qui est en train de se passer dans la société et qui est de plus en plus l'inclusion des femmes. Ensuite, enfin, une personne qui nous dirait ça, on pourrait lui répondre avec humour que peut-être elle-même, elle pourrait être considérée comme un détail au regard des 7 milliards d'individus qui se trouvent actuellement sur cette terre. Et pourtant, cette personne, elle a son utilité dans ce monde, elle a sa place, comme on a tous et toutes, et elle existe. Donc au final, cette notion de détail et de chipoter, c'est vraiment, à mon sens, plutôt de la mauvaise foi. Et c'est l'argument qu'on utilise quand on n'a pas d'argument concernant l'écriture inclusive et donc la place des femmes dans nos mots. Je crois, là, mesdames, qu'on est 4 femmes, si je ne m'abuse. On échange depuis tout à l'heure, on a du monde qui nous regarde. Donc, je crois qu'on se raconte des choses plutôt intéressantes et qu'on est constructive. Et pourtant, qu'on soit très clair, on est des femmes et tout va bien, non? Bon, c'est bien la preuve que si on s'inclut, eh ben, on a quelque chose à faire, une place à prendre. Et c'est ça, en fait, notre empuissancement. Et cet empuissancement, il doit passer aussi par les mots dans tous les mondes professionnels et intimes, à mon sens. Le détail, pardon. Vas-y, Catel. Je voulais dire que le détail, il est aussi relatif à chacun finalement et qu'il peut y avoir des chiffres qui appuient telle ou telle information, mais finalement, c'est aussi ce que chacun souhaite faire de cette information et en quoi chacun a envie de pouvoir œuvrer aussi en faveur de cette inclusion, dans notre cas, dans le langage également. Chaque personne, tu veux dire? Oui, chaque personne. Tu vois, en fait, quand tu dis chaque personne, c'est un exemple génial. Ouais. Si on dit chacun, en fait, voilà, on n'inclut pas tout le monde. Si on dit chaque personne, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus lourd, et ça inclut 100% des gens. Et ça, c'est vraiment des petits détails, des petits réflexes qu'on peut se créer dans le quotidien, qui font que nous aussi, en fait, on s'inclut et on parle de nous-mêmes. Tu as parlé de toi, tu as parlé des autres femmes, tu as parlé des hommes aussi, et on n'a pas du tout cherché à invisibiliser les hommes. On a juste cherché à se visibiliser nous-mêmes. D'ailleurs, il y a une personne qui avait une remarque dans le même sens tout à l'heure, Christelle, qui disait on peut également parler du syndrome d'imposture, où finalement, voilà, on ne parle pas de il ou de elle, mais de l'élément en général, finalement. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un sujet qui souvent irrite, qui peut provoquer des interrogations, mais à la rigueur, tant mieux, parce que si c'est le cas, c'est parce qu'en effet, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint cette égalité dans le langage. Et c'est des habitudes à prendre, hein. Moi, au départ, ça me faisait tout drôle de voir, en effet, sans arrêt insister hommes, femmes, les métiers, etc. Et puis aujourd'hui, en fait, après avoir pris un petit peu l'habitude dans l'écriture ou dans la façon de parler, je me suis rendu compte que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vois un texte avec uniquement du masculin, ça me choque. Alors, c'est très difficile à faire passer comme message. Moi, je le vois. J'ai beau essayer de le faire en interne, dans nos communications. Même à l'école, aujourd'hui, sur nos plaquettes, sur le site web, c'est encore le masculin qui est utilisé. Et donc, c'est pas parce qu'on a cette volonté, c'est pas parce qu'on a envie de l'appliquer et que tous les jours, on le dit, que derrière, ça peut suivre. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc, on parlait en effet avec Alexia des facteurs de référencement, mais il y a aussi des habitudes. Il y a voilà, tout le monde n'a pas encore mis des lunettes de l'égalité et donc ne voit pas les choses de la même manière. Et ça, je le comprends complètement. Et c'est vrai que c'est un apprentissage, c'est une éducation, c'est au fur et à mesure. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, je vois des collègues qui écrivent en mettant à tous et à toutes, qui mettent des photos de filles et de garçons quand on doit mettre des petites images et qui ne mettent pas que uniquement ce qui arrive en premier, garçon. Donc voilà. Et en fait, voilà, souvent, je vois bien que ça fait son chemin et que petit à petit, chacun et chacune peut s'habituer justement à avoir ce regard-là. Par contre, c'est vraiment, vraiment pas un réflexe. Et nous encore, aujourd'hui à l'école, on n'a pas une communication extérieure égalitaire telle que moi je le souhaiterais. Mais ça arrivera, ça arrivera. Donc, et moi, ce qui m'interpelle, c'est au-delà du référencement web, c'est comment est constitué et comment sont constitués nos logiciels aujourd'hui. Moi, dernièrement, j'ai dû faire remplir un document administratif et on me proposait un certain nombre de métiers et il n'y avait pas de directrice.
c'était directeur, j'avais pas le choix. Donc, c'est-à-dire que le logiciel ne l'a pas pensé de manière inclusive. Quand on parle de l'inclusivité, c'est pas uniquement, en effet, le point médian, hein, c'est s'adresser aux hommes et aux femmes. De la même manière, on voit bien que, en effet, c'est lié aussi à nos usages. On le voit dans l'informatique, mais dans la vie de tous les jours. Dernièrement, alors la personne se reconnaîtra certainement, j'ai une de mes collègues qui a été cambriolée, qui a été faire une déclaration avec son conjoint au niveau de la gendarmerie. Et là, on donne le premier nom, celui de son conjoint, et puis elle a dit bah maintenant moi je vais déposer plainte. Ah ben non, c'est pas possible, on peut le faire que, voilà, vous êtes à deux, on peut le faire que pour une personne. Donc on est d'accord, mais monsieur. Alors, sous le coup de l'émotion, etc., pour plein de raisons différentes, bon, ben, ok, on se plie au truc. Le logiciel ne peut prendre qu'un seul nom, ok, on y va. Sauf que derrière, ça a des conséquences extrêmement importantes parce que ben, le jour du procès, c'est monsieur qui a été convoqué et c'est pas elle. Or, c'était sa voiture qui avait été volée. C'était pas la voiture de monsieur. Et en plus de ça, comme on est sur une période un petit peu particulière avec la Covid ou le Covid, hein, là, on va laisser le choix à ceux et celles qui le souhaitent de dire le ou la. Et bien pour ça, ben, elle ne pouvait même pas être témoin. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait peut-être même pas être témoin, auditrice. Donc après, ça veut dire que la façon dont est pensé le monde, donc comment il est retranscrit dans l'informatique et donc dans les logiciels, peut avoir des impacts dans la société et dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je commence à parler de ça, mais j'ai plein de collègues qui me disent ah bah oui, en effet, l'assurance elle est au nom de mon conjoint, mais c'est moi qui la paye. Et ben ceci et cela, parce que nos logiciels ne sont pas conçus pour qu'il y ait, à partir du moment où on est en couple, où on est marié, les deux noms. Donc c'est vraiment beaucoup plus profond en fait. C'est-à-dire que au travers de l'informatique, ce que je trouve formidable, c'est que là, il n'y a plus photo, il n'y a plus besoin de discuter. Donc, mais ce qui est dangereux, c'est que c'est le monde de demain. Donc il va vraiment falloir se réveiller à un moment donné et se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une interrogation que j'ai aujourd'hui. Parce que il n'y a pas que la volonté qui suffit. Enfin, il pourrait y avoir qu'une seule volonté et si tout le monde avait la même, on y arriverait. Mais voilà, bon, je m'arrête encore parce que sinon j'en ai pour des heures. C'est intéressant ce que tu partages, Estelle, et ce qu'on peut en retenir relativement au numérique, c'est que c'est aussi pour cette raison qu'on souhaite aborder ces thématiques à l'ENI en notre nom aussi, parce que on forme les informaticiennes et les informaticiens de demain. Et finalement, c'est des réflexions qui doivent être menées dès le début de l'acquisition de ces compétences et du développement de tel ou tel logiciel. Donc en fait, c'est très important aussi de voir l'impact que ça a sur, là encore, des choses qui peuvent nous sembler être des détails du quotidien et qui finalement n'en sont pas et peuvent avoir un impact très important. D'autant que là, tu donnes un exemple où a priori ça semble très bien se passer dans le couple, etc. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des situations familiales qui peuvent être très complexes et du coup parfois les femmes peuvent se retrouver complètement bloquées par le fait que le nom de leur mari ou de leur conjoint soit prioritaire vis-à-vis d'une déclaration ou d'un document administratif. Donc il y a quand même des impacts qui peuvent être vraiment très très importants sur ça. C'est pour ça qu'en effet, comme disait Marine, ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que, en effet, ça peut paraître au premier abord un détail, mais quand on commence à voir les conséquences et notamment comment ça peut se passer derrière, et quand on tire un petit peu sur la pelote et qu'on voit tout ce qui peut se passer, on se dit mais non, en fait, c'est l'origine, c'est la base. Donc voilà, bah, on va y aller, hein. On va changer les choses. Donc on va essayer. Donc en tant que centre de formation, en tant qu'organisme de formation, c'est important d'en prendre conscience pour que justement on puisse derrière former avec notamment comment coder de manière plus égalitaire. Après, c'est la même chose hein, comment faire en sorte que les logiciels soient aussi inclusifs, notamment par rapport aux personnes en situation de handicap. C'est également comment coder pour que il y ait une écologie, enfin voilà, que ce soit responsable. C'est tous ces sujets-là qui sont extrêmement importants aujourd'hui et l'égalité femmes-hommes en fait partie. Exactement, là on a choisi le prisme
la femme, mais effectivement, on parle aussi de l'inclusion de manière générale, parce que du coup, on peut retrouver les dégâts du patriarcat un peu partout. De mon côté, moi, j'avais une petite question qui est relative, par exemple, à la communication, au marketing. Si on décide d'utiliser l'écriture inclusive, finalement, quelle qu'elle soit, en tout cas, moi, dans les principales formes que je retiens, à savoir toutes et tous, ou le point médian, ou ce genre de choses, finalement, on alourdit aussi les supports de communication. Quand on a très peu de temps pour capter l'attention de quelqu'un et qu'on a envie de transmettre le message le plus direct possible, comment on peut faire pour pouvoir à la fois être inclusif et en même temps avoir son message suffisamment direct. Après, c'est ce que disait Marine, on peut aussi utiliser des mots plus neutres, vraiment neutres, qui incluent tout le monde. Tu parlais de directeur et directrice à Estelle, la direction, en fait, ça inclut tout le monde. Et puis après, sur des supports de communication, ça peut aussi être le visuel. Comme tu disais, un homme, une femme, et puis après, on va avoir un noir, une blanche, une asiatique. Enfin, l'inclusion, en fait, ça peut passer par plein de méthodes différentes sans forcément passer uniquement par le langage, surtout sur des supports de communication. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine et Estelle, mais il y a plein de manières différentes de faire. Oui, c'est un tout en fait. C'est comment tous les paramètres parce que voilà, c'est le son, c'est l'image, c'est tous les éléments. Et puis en ce qui concerne l'écriture, c'est vraiment une question d'entraînement. Je veux dire, la façon dont on parle aujourd'hui d'une façon qui généralement n'est pas inclusive, n'est pas forcément notre norme neurobiologique à la base. C'est une construction, une façon dont on a tordu notre esprit, dont on nous a éduqués à l'école et dans le quotidien, dans nos familles, pour qu'on ne soit pas sur quelque chose d'inclusif. Si demain on choisit pour utiliser un terme informatique, de changer notre logiciel, notre référence en termes de langue et qu'on décide de parler de façon inclusive, on verra que ça sera tellement naturel pour nous que ce sera juste du français. Et je le redis une fois de plus, quand on fait l'effort de s'entraîner un petit peu à tourner ces phrases de façon à éviter au maximum le point médian et autres, et tout en étant très inclusive, aujourd'hui on est en capacité d'écrire aussi vite que n'importe qui. Comme vous, j'ai été élevée dans une société non inclusive dans le cadre de la langue notamment. Aujourd'hui, je n'écris, je ne parle que de façon inclusive et pour le coup, je suis capable d'écrire, de lire et de parler de la même vitesse que n'importe qui parce que j'ai tordu mon cerveau, mon habitus, de façon à ce que ça devienne inclusif. Donc c'est possible. L'autre chose qui concerne souvent l'idée de la lourdeur, c'est le fait de dire qu'il faut qu'on soit inclusif envers les personnes qui présentent des handicaps, de la dyslexie ou autre. Alors, pour le coup, j'ai été éducatrice spécialisée pendant de nombreuses années auprès de publics en grande difficulté, dont des personnes déficientes intellectuelles ou des personnes ayant des troubles psychiatriques lourds. Et autant vous dire que j'étais dans quelque chose où j'utilisais là encore un langage inclusif, on se comprenait et on se comprend très bien. Et des enfants aujourd'hui qui se trouvent dans des classes spécialisées où ils vont être accueillis et avoir un accompagnement spécifique, si dès le début on leur transmet une façon de parler, une façon de s'exprimer et une façon, quand ils y ont accès, d'écrire qui soit inclusive, ils sont en capacité de comprendre les choses comme ils le comprendraient de n'importe quel autre type de langue. Donc là encore, à mon sens, la question de la volonté est importante. En préparation de cette rencontre, j'évoquais une réalité qui est que si aujourd'hui on s'y mettait tous et toutes à décider que le patriarcat et ses symptômes, dont la langue non inclusive, on décidait que c'était terminé, qu'on s'y mettait toutes et tous ensemble, en réalité, en seulement une génération et demie, on n'aurait plus de patriarcat. Donc on s'imagine toujours que changer les choses, c'est compliqué. On a une grande résistance au changement dans tous les mondes possibles et imaginables, et aussi dans celui de l'inclusion et plus généralement d'un monde plus égalitaire, qu'en réalité, une génération et demie, c'est rien du tout par rapport à la distorsion du temps de façon générale, à l'espace-temps de façon générale. Donc la volonté, ça me semble le socle de base pour pouvoir changer les choses et arrêter de se dire que c'est compliqué, je vais pas y arriver.
une fois de plus, depuis tout à l'heure, je crois qu'on se comprend très bien, hein, mesdames. On parle tout français. On parle aussi bien à des femmes qu'à des hommes, je crois. Moi, je n'ai pas regardé qui participe, mais je crois qu'il y a des hommes aussi. Mais je pense que pareil, ils n'ont pas les oreilles qui saignent, ils se sentent inclus et tout va bien, quoi. Et puis je me dis qu'au XVIIe siècle, on a réussi à changer les habitudes de la langue française. Alors ça a mis du temps quand même apparemment, hein. Ça a mis à peu près un siècle. Il y a une autre personne qui est revenue remettre une petite couche et puis l'usage a vraiment été mis en place au moment de l'école obligatoire. C'est vraiment quand l'école publique obligatoire a été mise en place que là, on a décidé vraiment que c'était le masculin qui l'emportait sur le féminin. Mais si on a réussi à changer la langue française et à faire en sorte qu'aujourd'hui, ça devienne notre norme, que le masculin l'emporte sur le féminin, je me dis qu'en prenant conscience que ça a un impact non négligeable sur les discriminations et sur les inégalités, si en effet on se dit changeons les choses parce qu'aujourd'hui on ne veut plus d'une société inégalitaire, mais au contraire on souhaite aller vers de l'égalité, eh bien on a été capable de le faire à une époque, je pense qu'on est capable aujourd'hui de le faire, et notamment pour une bonne raison, c'est une société égalitaire. Voilà. Donc, je me dis, si on a été capable à une époque, on est capable aujourd'hui. Hein. Tout dit, hein, on est aussi intelligente et intelligent collectivement et individuellement que ce qu'on était au XVIe et XVIIe. Tout va bien. Et puis, nos petits-enfants diront que c'est la norme de parler aussi bien au masculin qu'au féminin. Et ça, c'est ça génial. Exactement. Mais on a hâte aussi d'arriver à cette période et de pouvoir s'apercevoir que c'est devenu naturel pour tous. Finalement, c'est vrai que la volonté et le changement, il suffit, voilà, pour le changement, il suffit de le vouloir aussi et de faire quelques efforts. Hein. Évidemment, au début, ça demande des efforts à tous, à toutes. Mais par la suite, ça devient aussi naturel et finalement, l'effort n'en est plus un. C'est plus important que ça a l'impact sur l'informatique. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je vois. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui et de demain est vu sous le prisme de l'informatique. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui ne transparaît pas au niveau de l'informatique et c'est vraiment important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut agir parce que sinon, plus on avance et plus l'écart va se tendre en fait. C'est justement le sujet un peu plus technique de demain autour de la mixité dans l'intelligence artificielle et de l'importance aussi d'avoir la présence de femmes dans la programmation de logiciels. Alors, la présence de femmes, mais là encore, hein, d'inclure un maximum de personnes dans la programmation des logiciels et des intelligences artificielles, puisque c'est ce qui va diriger le monde de demain. S'il n'y a que des hommes derrière toutes ces productions, forcément, ces choses vont être réfléchies par le prisme de l'homme, en restant là encore dans le stéréotype, bien sûr, mais on va dire dans la majorité des réflexions. Il est 13h15. Je propose de conclure sur 3 petits points avant de passer aux questions-réponses, si ça vous convient, ou peut-être vous avez encore quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas encore évoqué. C'est bon pour vous? Là, il y en a plein. Mais on n'a pas assez de temps. C'est ça, si tu nous donnes 4 heures, on peut peut-être ajouter quelque chose. Mais si on est en temps contraint, on va te laisser avancer. Un petit peu juste. Mais je voulais juste te dire quand même que, encore une fois, cette volonté, elle est d'avoir vraiment une mixité, c'est-à-dire que d'avoir vraiment des regards différents, parce qu'on voit bien que dans le développement des logiciels, pouvoir aborder, notamment dans l'IA, ce sera le sujet de demain, mais de pouvoir aborder les choses avec des regards différents, c'est extrêmement riche. C'est ce qui fait justement un monde multiple qui peut correspondre à tous et à toutes. Et c'est vraiment, voilà, c'est dans ce sens en fait. Hein, c'est vraiment l'égalité, tout simplement. Merci Estelle. Moi, des échanges qu'on avait pu avoir, là, j'ai 3 points qui m'ont particulièrement marqué. Le fait d'avoir la volonté de changer ces mécanismes et ces habitudes. Effectivement, c'est fortement lié aussi aux habitudes que chaque personne peut avoir. Et voilà, une fois qu'on se lance, qu'on a cette volonté, finalement, on a aussi le pouvoir de changer les choses. Pour preuve, en une génération et demie, les choses pourraient changer dans le bon sens. Avoir un langage inclusif, ça passe par des termes
mais ça passe aussi par, de manière plus générale, d'autres éléments, comme on a pu l'évoquer. Ça peut être des images ou d'autres choses. La communication et le langage inclusif peuvent se témoigner par d'autres éléments. Parfois, il y a le fait aussi de féminiser un terme, mais ça peut aussi être tout simplement d'utiliser quelque chose de plus neutre, comme le syndrome de l'imposture au lieu de le syndrome de l'imposteur ou le syndrome de l'impostrice. Et puis voilà, en fait, voilà à peu près les éléments importants que j'ai retenus. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été évoquées aujourd'hui et qui ont été importantes dans ce sens. Merci donc pour votre participation, pour avoir apporté tous ces détails et toutes ces précisions sur l'histoire du langage de la langue française et aussi des solutions que l'on peut avoir aujourd'hui et demain pour changer notre manière de nous exprimer. Est-ce que vous seriez d'accord pour partager chacune une ressource, une ou plusieurs ressources à nos auditeurs et auditrices afin qu'ils puissent éventuellement aller plus loin dans leur réflexion autour du langage et de l'inclusion? Alexia, est-ce qu'on peut commencer par toi? Oui, alors moi j'ai un compte Instagram qui est en fait un site aussi en ligne qui s'appelle eninclusif.fr et en fait c'est un dictionnaire participatif qui regroupe les termes au masculin, au féminin et en écriture inclusive, donc avec le point médian ou autre. Donc en fait c'est pratique quand on veut chercher un terme et qu'on ne sait pas comment le dire au féminin ou comment l'utiliser en écriture inclusive. Merci Alexia. Donc je partage le lien du compte Instagram en question, comme ça vous allez pouvoir aussi aller le consulter. Je vous l'envoie dans la fenêtre de chat. Marine, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent? Oui, j'avais 3 livres pour le coup, 2 de Eliane Viennot. Pareil, on vous mettra le lien aussi. Il y en a un qui s'appelle Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Je pense que le titre est déjà clair en soi. Et le second, c'est un petit peu un précis très pratique que j'ai réutilisé dans un de mes articles d'ailleurs sur LinkedIn. Et ce bouquin, il s'appelle Le langage inclusif, pourquoi, comment. Il revient sur l'aspect historique et puis aussi vraiment sur l'aspect très pratique. Et le dernier point qui concerne vraiment la façon dont on va être conditionné par la société pour accéder ou non à certains métiers, comme on disait tout à l'heure, et notamment l'informatique, c'est ce livre qui s'appelle Les métiers ont-ils un sexe de Françoise Bouillot. Et en fait, alors toute cette édition-là, égal à égal, elle est géniale. Ce livre en particulier, il est très très intéressant, il est petit, il est très court. Il donne une somme importante de chiffres, d'études, etc. Et il nous explique bien comment on est conditionné vraiment depuis même dès avant la naissance. Comme on disait d'ailleurs hier dans une table ronde, dans la table ronde d'hier, une des personnes disait qu'on l'est déjà à la maternité, on l'est déjà à la première échographie avec la question du sexe de l'enfant. Tout ça, c'est expliqué aussi là-dedans et ça vient nous montrer le manque de diversité et de mixité dans la plupart des classes de métiers aujourd'hui. Merci Marine. Et Estelle, quelle serait la ressource que toi tu pourrais proposer aux personnes qui nous écoutent? Alors moi, c'est de l'audio, c'est en fait un podcast de France Inter de Noémie Delattre qui en 2016, alors ça date un petit peu, mais c'est toujours d'actualité, avait répondu à un journaliste qui lui disait justement que s'attarder sur la langue française était un détail. Et donc sa réaction un peu virulente m'a beaucoup plu parce que c'est en entendant cette réaction que j'ai appris justement toute cette historique sur la langue française et ça m'a fait réfléchir et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu des déclics sur l'importance de l'utilisation des mots. Donc voilà, donc je me suis dit si ça a fait un déclic chez moi, ça en fera peut-être chez d'autres personnes. Donc je pense que tu vas mettre le lien, hein, c'est un podcast France Inter de Noémie Delattre, le masculin égale le féminin égale le masculin, quelque chose comme ça. Merci Estelle. Merci à toutes les trois. Donc, on va pouvoir maintenant passer aux questions ou aux échanges avec les personnes qui nous écoutent. Donc, j'avais par exemple Manon qui me disait que donc, si chacun et chacune utilise des mots féminins, on peut faire changer le référencement finalement. Je pense que Alexia y a répondu un peu tout à l'heure. Il me semble que finalement, si demain on se met à utiliser des termes féminins.
Bah, faudrait peut-être faire Voilà, un c'est ça. En fait, logiciel qui envoie plein de spam, non? Je sais pas, je suis en train de me dire, mais si c'est juste ça, faudrait peut-être inventer un logiciel qui envoie plein de requêtes de demande au féminin, et comme ça, du coup, ça sera pris en compte. Enfin, je sais pas, mais un truc à creuser, là, je pense. ouais, on tient un truc. Non, mais c'est ça, c'est l'usage en fait qui fait que ça peut changer ou pas. Donc, si les gens se mettent à chercher au féminin, effectivement, Google prendra en compte aussi les recherches au féminin autant qu'au masculin. Il le fait hein, des fois sur certains termes. En fait, il y a pas de différence entre le féminin et le masculin, mais il y en a encore très peu, quoi. Donc, si toutes les femmes commencent à utiliser le féminin parce qu'elles sont des femmes, eh ben, ça changerait des choses puisqu'on est 52% de la population mondiale. Et si les hommes Écoutez, s'y mettent aussi, c'est-à-dire on a toutes et tous une Oui, part c'est de ça. responsabilité. Je pense qu'il ne faut pas mettre dos à dos les femmes et les hommes, hein. C'est un sujet qu'on évoque régulièrement et dont on a pas mal parlé, par exemple toi et moi, Estelle, dans nos différentes rencontres. C'est-à-dire que l'idée de vouloir proposer une langue plus inclusive dans tous les espaces, ça n'est pas de rendre les femmes dominantes ou ce genre de choses, c'est d'être vraiment sur un principe d'égalité et que pour le coup, il n'y ait plus cette relation de domination, notamment par la langue, mais qu'on ait toutes et tous une place, la place qu'on souhaite avoir. Et là-dedans, nous les femmes, il faut qu'on puisse oser plus, se sentir puissancer. Il faut aussi que les hommes, ils nous fassent plus de place, qu'ils pensent à nous. Et donc, eux aussi, ils aient envie de faire des recherches, pas parce qu'on est des femmes, mais rechercher une personne qui serait apte à faire les choses, donc à la fois au féminin et au masculin. Donc, messieurs, vous avez aussi tout à fait votre place dans la question de la recherche d'égalité. D'ailleurs, si on s'engage concernant l'égalité femmes-hommes et qu'on s'engage pour que les femmes aient plus de place, le pendant de ça, c'est qu'on doit s'engager aussi à ce que les hommes aient plus de place dans des espaces très féminisés ou dans des espaces qui concernent la maternité qu'il faudrait transformer aujourd'hui pour qu'ils deviennent des espaces de parentalité. Donc, il y a aussi un intérêt majeur pour les hommes, très clairement, dans notre société, à être dans quelque chose de plus égalitaire. C'est moins visible, mais eux aussi sont dans une répartition très genrée des rôles dans le quotidien et dans les choses, au sein de laquelle ils ne sont pas forcément extrêmement libres. Donc, s'engager pour visibiliser les femmes, c'est rendre service à tout le monde. Et ça, c'est important de se le dire aussi pour ne pas mettre dos à dos les femmes et les hommes, ce qu'on peut nous reprocher parfois et qui en fait n'est absolument pas mon propos, notre propos, je dirais de façon générale. merci Marine. Nathalie réagit en disant chef, alors CHEF, point d'interrogation de projet, un intitulé commun. Chef. D'ailleurs, maintenant, j'ai pas mal de mes collègues qui s'amusent à me dire bonjour chef. Finalement, on finit par l'entendre aussi oralement et bientôt pour la reconnaissance vocale et les recherches audio sur Google, on pourra se permettre. À l'oral, chef ou chef, enfin voilà, on Oui, l'accent. ça s'entend. C'est la même chose. Donc là, on a de la chance. Donc en effet, oui. Mais à l'écrit, deux FE. Toujours sur le sujet des intitulés de poste, Nadège réagissait aussi tout à l'heure en disant en même temps la compétence n'est pas genrée. Donc utiliser un masculin pour un titre de job ne me gêne pas. Alors, je vous laisse du coup réagir, mais moi du coup ça me fait penser quand même à infirmière qui est du coup presque automatiquement genrée. Oui, ou sage-femme. On va prendre un exemple très clair de la question de l'expertise. Dans les médias à l'heure actuelle, en 2018 et 2019, les femmes étaient présentes et en position d'expertes dans 30% des situations dans les médias dits de masse. Pendant le premier confinement l'année dernière, donc le temps où on était toutes et tous en train de se constituer l'équivalent d'un doctorat BFM TV, si je peux dire ça comme ça, on est tombé à un niveau, une place, une visibilisation des femmes et des expertes à 17%. Et les femmes, elles étaient toujours dans des métiers très féminisés. La caissière, l'infirmière, l'aide-soignante. Sauf qu'aujourd'hui, dans tous les métiers de l'éthique du care, 9 classes de métiers sur 87, dans lesquelles on a en général 9 femmes sur 10 à peu près dans les postes, on se rend bien compte que féminiser ces mots, ça ne rend pas justice aux hommes. Donc pour le coup, comme je le disais juste avant, plus on sera dans quelque chose d'inclusif, plus on comprendra que le masculin n'est pas le neutre, le masculin est le masculin et ne peut pas prendre en compte les femmes. Plus femmes et hommes on fera cet effort, plus ça deviendra naturel. Donc j'entends que ça ne vous choque pas, Nadège, mais parce que justement on a une habituation
à l'idée que la norme, c'est le masculin. Or, une fois de plus, la moitié de la population en France est féminine. Donc, si vraiment on voulait être sur quelque chose de l'ordre de la norme et de calculer par la majorité, il faudrait qu'on féminise tout, toute notre parole, notre prise de parole. Et là, c'est les hommes qu'on invisibiliserait. Je ne crois pas que ce soit pertinent. Donc, autant plutôt rechercher l'égalité. C'est pas parce qu'on nous le fait à nous qu'il faut qu'on veuille le faire aux autres. Non, sinon, on inverse la domination, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas l'intention qu'il y a ici. Il y a Gonel qui poursuit cette discussion en disant « Bonjour à toutes et à toutes, je travaille dans la formation dans le domaine médical et j'ai le souci que le secteur médical est très genré dans les esprits. Infirmières, médecins, praticiens hospitaliers. C'est difficile pour les plaquettes de com d'être inclusives, ça alourdit beaucoup les documents et ça n'est pas forcément accepté par la direction. Parfois, il y a aussi ce type de problématiques et de freins que l'on peut rencontrer. » Oui, tout à fait. Enfin, et ça, c'est partout, hein, parce que à l'école, en premier. Hein, donc, c'est pas parce qu'il y a une vraie volonté, une réflexion autour du sujet que c'est encore forcément appliqué. L'impact de tout ça, c'est vraiment cette histoire à l'école. Aujourd'hui, quand je rencontre des adolescentes et qu'elles me disent moi j'ai envie de voyager plus tard, alors c'est pas moi qui l'ai eu, j'ai entendu ça hier. Une femme disait moi quand je rencontre des adolescentes actuellement et qu'elles me disent moi j'aimerais plus tard voyager donc je vais devenir hôtesse de l'air et qu'on leur dit pourquoi tu ne deviendrais pas pilote de ligne, elles n'y avaient même jamais pensé. Parce qu'en fait dans notre idée les femmes qui voyagent sont des hôtesses et les hommes peuvent être stewards, mais à la marge, et souvent d'ailleurs avec des questions où on va poser aussi des stéréotypes d'orientation sexuelle, il faut être très clair là-dessus. Et à côté de ça, les pilotes, ce sont forcément des hommes. Donc vous voyez comment la langue, elle nous contraint aussi à s'auto-censurer, à ne pas oser penser un parcours professionnel. Et on l'avait vu aussi d'ailleurs en décembre, quand on avait fait l'intervention ensemble avec Estelle, on avait parlé énormément du syndrome de l'impostrice et de l'autocensure qui en découle. Et on avait eu une personne dans le chat qui nous avait dit, mais en fait, j'ai toujours pensé que je manquais d'ambition. Et en réalité, c'est que je m'étais jamais dit que j'avais le droit peut-être de faire ce qui me plaisait parce que je pensais que c'était des métiers d'hommes. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'était entre autres du fait du syndrome d'imposture. Donc, vous voyez comment vraiment tout se tient et à quel point les mots, c'est pas un détail. Tout à fait. J'aime bien aussi la remarque de Sarah qui nous dit qu'en écoutant ce débat très riche, elle a l'impression que nous avons plusieurs trains de retard à l'heure où les pays anglo-saxons réfléchissent pour inclure des pronoms neutres et inclure des personnes non binaires et autres. Nous sommes encore à essayer de visibiliser simplement le féminin. Ça fait beaucoup écho pour moi, je suis d'accord, je me dis, mais dans d'autres pays, on est bien au-dessus de ce genre de préoccupations. En fait, nous, on a encore des choses à traiter qui sont encore loin derrière d'autres pays, d'autres avancées. Et toujours en retard en France. En tout cas, je pense qu'on a œuvré aujourd'hui encore à essayer de faire avancer et évoluer les choses. Chacun de son côté peut essayer chacune de faire au mieux pour faire bouger les codes. Je pense que nous allons pouvoir conclure puisqu'il est à peu près l'heure. Merci donc à toutes pour votre intervention. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés, pour avoir aussi partagé vos ressentis et vos habitudes dans le chat. Nous espérons que vous avez apprécié les 3 premières tables rondes que nous avons menées au cours des derniers jours. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la 4e et dernière session, Mixité, quels enjeux pour l'IA et la société de demain, durant laquelle nous allons recevoir Virginie Mativet, qui est autrice et docteur en IA, mais également Chief R&D Officer et Data Squad Team Leader chez Teamwork, ainsi que Carole Laillé, qui est docteur en sciences du langage et consultante et formatrice en intelligence artificielle. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites pour demain. Il est encore temps de vous y inscrire si ce n'est déjà fait. Donc, je vous partage le lien dans le chat. Comme ça, n'hésitez pas à nous rejoindre demain à nouveau à 12h30. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre présence. Merci. Merci. À bientôt. Merci.